Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre chapitre 1 qui s'appelle 2 siècles d'électricité. Après avoir vu le fonctionnement de l'alternateur, on va aller un petit peu plus loin et discuter de l'énergie électrique produite par cet alternateur et on abordera alors la notion de rendement. Ensuite, je corrigerai 2 exercices du manuel pour te montrer comment on peut utiliser tout ce qui a été vu jusqu'ici pour résoudre des exercices type bac. Il y a une relation entre puissance et énergie. La puissance multipliée par la durée d'utilisation, eh bien, ça nous donne l'énergie transférée. Par exemple, si on te dit que l'alternateur a une puissance électrique de 100 watts, eh bien, ça ne te dit rien sur l'énergie électrique qui la fournit effectivement, puisque ça dépend de la durée pendant laquelle cet alternateur va fonctionner. Plus l'alternateur va fonctionner longtemps, plus il va être capable de fournir une grande quantité d'énergie. Donc, on voit bien que l'information de la puissance à elle seule ne suffit pas pour connaître la quantité d'énergie et d'énergie électrique produite par un alternateur. On a besoin aussi de connaître la durée d'utilisation de cet alternateur. Donc finalement, c'est le produit des deux. Donc c'est la puissance multipliée par la durée d'utilisation qui va nous donner, qui va nous permettre de calculer l'énergie produite. Et ça, c'est vrai pour un alternateur, mais en fait, c'est vrai pour tous les systèmes auxquels on peut associer une puissance et donc aussi une énergie. Et tu vois que ce qui va nous faire le lien, c'est la durée pendant laquelle cette puissance a lieu. Alors, je t'ai mis en rouge ce qu'on appelle les unités légales, les unités du système international. Tu retrouves le joule, symbole J pour l'énergie, le watt pour la puissance et, attention, l'unité légale de temps, c'est la seconde. Mais en fait, les professionnels ou les industriels, parfois, utilisent un autre système d'unités parce que c'est plus pratique, notamment EDF. Tu sais que EDF nous facture l'énergie électrique que l'on consomme. Eh bien, il ne compte pas cette énergie électrique en joules, mais en wattheures. Alors, qu'est-ce que c'est que le wattheure? Eh bien, c'est lorsque l'on calcule l'énergie à partir de la puissance en watts, mais à partir d'une durée d'utilisation, non pas en secondes, mais en heures. Alors, si tu multiplies des watts par des heures, tu obtiens non pas des joules, mais ce que l'on appelle des wattheures. Par exemple, 1000 wattheures, c'est facturé 15 centimes d'euros par EDF. Alors, voyons une situation dans laquelle on va pouvoir mettre en évidence à quel point c'est pratique de compter l'énergie en wattheures. Eh bien, imaginons un four électrique qui est en fonctionnement là. Donc, sa puissance c'est 1000 watts et on fait cuire, je ne sais pas, un gigot pendant 2 heures. Et donc là, on vient de donner l'indication pendant combien de temps le four fournit cette puissance de 1000 watts. Ou consomme électriquement cette puissance de 1000 watts. Donc là, l'application numérique, elle est assez évidente. Si on utilise les wattheures, c'est-à-dire si on prend des watts pour la puissance et des heures pour le temps, à ce moment-là, l'énergie consommée, c'est 1000 fois 2. 1000 watts fois 2 heures, ça va nous faire 2000 wattheures, c'est-à-dire aussi ce qu'on peut noter 2 kWh, soit à peu près 30 centimes d'euros sur notre facture, hein, puisque c'est 15 centimes d'euros le kilowattheure. Si j'avais fait le calcul dans les unités légales, on peut calculer la même quantité d'énergie, mais on va l'exprimer cette fois-ci en joules, eh bien tu vois que c'était un petit peu plus compliqué parce que, certes, la puissance est toujours 1000 watts, mais là, il nous faut multiplier par la durée en secondes. Et donc, il faut savoir combien de secondes y a-t-il dans 2 heures. Bon, peut-être que tu sais que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Alors, dans 2 heures, il y en a le double, ça fait 7000
200 secondes. Alors, lorsqu'on fait l'application numérique de ça, on trouve 7,2 fois 10 puissance 6 joules. Voilà, donc c'est deux façons de dire la même chose. Une façon peut-être un peu plus utilisée dans la vie de tous les jours, c'est de compter effectivement cette énergie électrique consommée en wattheures, du fait que les producteurs d'électricité eux-mêmes la comptent en wattheures. Alors venons-en maintenant à la notion de rendement. Et je vais prendre l'exemple de l'alternateur pour continuer sur ce thème. Donc, qu'est-ce que ça va être le rendement d'un alternateur? Eh bien, en fait, quand on mesure la quantité d'énergie que reçoit un alternateur, c'est-à-dire en mesurant l'énergie mécanique due au mouvement de l'aimant, ça fait une certaine quantité d'énergie que je peux calculer, que je peux mesurer, et que je la compare, cette énergie, à l'énergie que je vais récupérer en termes d'énergie électrique. Donc finalement, je compare la quantité d'énergie reçue par l'alternateur, l'énergie mécanique, et puis la quantité d'énergie électrique convertie, produite par l'alternateur. Eh bien, je constate que ça n'est pas la même chose. En fait, je produis moins d'énergie électrique que j'ai reçu d'énergie mécanique. Et ça, pourquoi ? Eh bien parce que lors du fonctionnement de l'alternateur, il y a une partie de l'énergie qui va être dissipée, c'est-à-dire qui ne sera pas convertie en électricité, ce que j'appelle l'énergie utile, puisque le but d'un alternateur, c'est de faire de l'électricité. Mais en fait, cette énergie dissipée, ça va être essentiellement de la chaleur qui va être créée par les frottements, par exemple, des pièces mécaniques, ou encore l'effet Joule, puisque tu sais que dans un alternateur, il y a souvent de grandes bobines de fil. Et donc ces grandes bobines de fil, elles ont une certaine résistance électrique. Et on a dit que une résistance électrique parcourue par un courant électrique, eh bien, ça produit de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et cette chaleur, c'est autant d'énergie perdue qui ne sera pas convertie en électricité. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de calculer le rendement de cet alternateur, c'est-à-dire de faire le rapport entre l'énergie produite électrique intéressante et puis ce qui a été investi, c'est-à-dire l'énergie mécanique reçue par l'alternateur. Rendement, ça va nous donner un chiffre qui est toujours compris entre 0 et 1 et qui nous indique finalement la qualité de cette conversion entre l'énergie mécanique et l'énergie électrique. Plus le rendement sera proche de 1, plus cette conversion sera parfaite, ce qui signifie que cette énergie dissipée sera minime. Inversement, si le rendement est proche de 0, cela signifie que la quasi-totalité de l'énergie mécanique reçue n'a pas été convertie en énergie électrique, mais plutôt en énergie dissipée sous forme de chaleur. Donc voyons le calcul maintenant, la définition du rendement d'un alternateur. Eh bien, tu vois qu'on fait le rapport, donc il y a une division. Le rapport, c'est quand on divise deux grandeurs. C'est donc le rapport entre l'énergie utile au numérateur divisé par l'énergie reçue au dénominateur. Donc ça, c'est quand je fais un calcul de rendement en utilisant la grandeur énergie, donc les joules ou les wattheures. Mais je peux aussi, et c'est la même chose, puisque j'ai écrit égal, je peux aussi faire ce calcul de rendement en utilisant cette fois-ci la notion de puissance. Et tu vois que tu retrouves au numérateur la puissance utile, c'est-à-dire la puissance électrique produite par l'alternateur, divisée par la puissance reçue, c'est-à-dire la puissance mécanique reçue par l'alternateur. Bon, voyons un petit exemple de calcul de rendement. Imaginons qu'on étudie une éolienne. Donc une éolienne, tu sais, ça va convertir l'énergie mécanique due au vent qui se déplace. Le vent, c'est de l'air qui se déplace, donc il y a une énergie mécanique. Cette énergie mécanique, eh bien, elle va mettre en mouvement les pales de l'éolienne. Et ce mouvement de rotation des pales de l'éolienne, lui, il est récupéré par un alternateur qui convertit cette énergie mécanique en électricité. Donc là, dans l'exemple que je te propose, je te dis qu'on a une éolienne qui reçoit une puissance
de 5,2 10 puissance 6 watts et on souhaite calculer son rendement, sachant qu'elle fournit une puissance électrique de 5,04 fois 10 puissance 6 watts. Donc tu vois, là on va utiliser le rapport des puissances pour calculer le rendement. Il nous faut identifier la puissance utile et la puissance reçue. Donc ce qui est reçu, tu vois, c'est très bien fléché dans le texte. Là on voit bien que c'est 5,2 10 puissance 6 watts. Et la puissance électrique, c'est évidemment la puissance qui est utile lorsqu'on utilise une éolienne. Donc on doit faire le rapport entre ces deux puissances. Là c'est très simple. En exercice, fais bien attention que ces deux puissances soient exprimées avec la même unité, parce que des fois on peut exprimer une puissance par exemple en kilowatts ou en mégawatts, et puis l'autre en watts. Dans ce cas-là, il faudrait faire les conversions de façon à ce que les deux puissances dans la formule soient exprimées avec les mêmes unités, ce qui permet aux unités de se simplifier, et donc tu trouves que le rendement est un nombre qui n'a pas d'unité, et qui est toujours compris entre 0 et 1. Donc là, je t'ai fait le calcul, on trouve 0,97, donc c'est bien entre 0 et 1, c'est d'ailleurs proche de 1, ça veut dire que le rendement de cette éolienne est très bon, puisqu'il est proche de 1. On peut l'exprimer aussi en pourcentage, parce que 0,97, c'est finalement 97 centièmes, et c'est ce qu'on appelle communément 97%. Donc là, on a affaire à un rendement de 97%. Donc pour finir, je te rappelle pourquoi il n'y a pas toujours un rendement de 100% ou de 1. Eh bien, c'est parce que tous nos systèmes de conversion d'énergie, comme l'alternateur par exemple, mais tout à l'heure, on verra aussi la notion de panneau solaire, qui est aussi un système qui convertit de l'énergie, eh bien, à chaque fois, notre énergie, elle n'est jamais convertie avec un rendement de 100%, parce qu'il y a ce qu'on appelle des pertes d'énergie. Et tu dois connaître au moins une source, au moins une cause de ces pertes. Alors, je t'en propose ici deux. D'abord, dès qu'il y a un système mécanique, il y a toujours des pertes par frottement. Même si les pièces sont très bien huilées les unes par rapport aux autres, comme on est dans l'air, le simple fait de se déplacer dans l'air, eh ben, ça fait déjà des frottements de l'air sur notre système. Et ça, c'est autant d'énergie de perdu. L'autre phénomène que tu dois connaître, c'est un phénomène électrique, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et l'effet Joule, c'est la conversion de l'énergie électrique en chaleur, et donc pas en énergie utile. Alors, dans l'exercice 10, on étudie une éolienne. Cette éolienne, elle a pour but de fabriquer de l'énergie électrique. Comment elle fait? Eh bien, elle récupère de l'énergie de mouvement due au vent. Cette énergie de mouvement, elle est transformée en énergie de mouvement pour ce qu'on appelle les pales de l'éolienne. Et l'axe des pales de l'éolienne est fixé sur un alternateur qui, lui, va faire la conversion énergie mécanique donc de l'éolienne, énergie électrique. Donc tu vois, il y a trois étages dans ce raisonnement. C'est pour ça que j'ai utilisé trois couleurs. L'énergie du vent, l'énergie mécanique des pales de l'éolienne, et puis l'énergie électrique produite par l'éolienne, ou plus exactement par l'alternateur contenu dans l'éolienne. À chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie électrique, c'est parce que, à chaque fois qu'il y a une conversion d'énergie, on passe d'une forme d'énergie à une autre. Là, on passe de l'énergie cinétique du vent, c'est-à-dire de déplacement du vent, à l'énergie finalement cinétique, mais cette fois-ci des pales de l'éolienne qui tournent. Eh bien, cette conversion d'énergie s'accompagne toujours de pertes. Donc, dès qu'il y a une conversion d'énergie, tu peux retenir qu'il y a aussi une partie de l'énergie qui va être perdue. Dans le texte de l'exercice, on rapportait les mots d'un scientifique qui déclarait que 60% de l'énergie cinétique du vent est transformée en énergie mécanique au niveau des pales. Ça veut dire que l'énergie du vent, elle serait récupérée à 60% pour faire tourner
les pales de l'éolienne. Là, tu as un document qui te donne ces différentes valeurs d'énergie. Je te les ai recopiées en dessous ici. Donc là, on cherche à faire finalement le calcul de la première conversion. Donc l'énergie qui est reçue, c'est l'énergie du vent et l'énergie utile, c'est l'énergie mécanique de l'éolienne. Donc je vais faire le rapport de ces deux énergies. Je vérifie qu'elles sont bien dans les mêmes unités. Ici, ce sont des mégawattheures. Et donc, une fois que j'ai identifié ça, je passe au calcul et je vais diviser donc l'énergie utile par l'énergie reçue et je trouve 0,6, ce qui est équivalent à 60%. J'ajoute juste une petite remarque par rapport à cet exercice. On aurait très bien pu calculer le rendement global de l'éolienne, c'est-à-dire en regardant quelle énergie elle reçoit au départ et quelle est l'énergie électrique elle produit au bout de la chaîne, c'est-à-dire une fois convertie finalement l'énergie du vent en électricité. Donc si tu fais le calcul du rendement, l'énergie utile, c'est bien évidemment l'énergie électrique produite, et puis l'énergie que reçoit l'éolienne, c'est l'énergie mécanique du vent. On a 4030 mégawattheures, ça c'est l'énergie électrique produite, versus 17 530 mégawattheures, et ça c'est l'énergie que nous amène le vent. Et là tu vois que le rendement quand même de cette conversion, cette double conversion en fait, est moins bon puisqu'on est à 23%. D'accord ? Ça veut dire que lorsque le vent nous amène 100 joules d'énergie, eh bien, nous, on peut simplement produire avec cette éolienne 23 joules d'énergie électrique. Autre exercice qui est intéressant, l'exercice numéro 13, dans lequel on te présente une dynamo. Bon, la première question, ça consiste un petit peu à retrouver les différentes parties de la dynamo. Je te rappelle qu'ici, il y a la partie, l'espèce de roue crantée là, qui frotte sur le pneu, qui s'appelle un galet, et qui est solidaire d'un axe qui donc va se mettre à tourner. Cet axe est lui-même solidaire du rotor qui contient des aimants, qui va tourner donc au voisinage de cette bobine, qui elle est fixe. Et tu remarques aussi que la partie 4, là, en fait, c'est la partie sur laquelle est posée la bobine. C'est le stator, hein, c'est la partie fixe. Et puis, cette bobine, eh bien, c'est un fil qui a deux extrémités. Et donc, ça va constituer les bornes électriques de l'alternateur. Donc, comme tous les générateurs, il y a deux bornes. Et c'est là où on va récupérer notre tension et notre courant électrique. Pour estimer la puissance électrique fournie par la dynamo, tu peux utiliser le document 2. Et tu vois que pour une vitesse correspondant à 15 km/h, on a une puissance d'environ 2,6 watts. Cette puissance est utilisée pour charger intégralement la batterie du téléphone. Et donc maintenant, on a quand même pas mal d'ingrédients puisqu'on connaît l'énergie électrique nécessaire pour charger le téléphone. On sait avec quelle puissance on transfère cette énergie. On va donc pouvoir en déduire la durée nécessaire pour effectuer cette charge. L'énergie à fournir à la batterie, c'est 7,70 Wh. Donc là, graphiquement, P, c'est 2,6 watts. Tu vois qu'on est obligé d'isoler T, hein, puisque c'est T que l'on cherche. On connaît E et P. Et donc, pour isoler T, eh bien, on va simplement diviser à gauche et à droite par P. Hein, on va faire ça. Diviser à gauche et à droite par P. Ainsi, tu vois que sur ce qui est à droite du signe égal, ça va se simplifier. On aura T tout seul, donc ça fera T égale E sur P. C'est ce que j'ai écrit ici. T égale E sur P égale 7,70 Wh divisé par 2,6 watts de puissance. Et tu vois aussi que c'est intéressant de faire une application numérique avec les unités parce que on peut prédire l'unité du résultat. On voit bien la simplification des watts. Et il nous reste bien des heures. Donc, il faut en fait pédaler pendant 3 heures à 15 km/h pour charger intégralement ce téléphone portable. Petite question supplémentaire là dans
dans ce petit 3 de cet exercice, on nous demande d'expliquer pourquoi la durée réelle de la charge, elle sera plus grande que les 3 heures qu'on a calculées. Eh bien oui, il faudra sûrement pédaler plus longtemps parce qu'en fait, nous, on a fait un calcul en estimant que toute l'énergie allait être convertie et reçue par la batterie sans aucune perte. Et en fait, comme je te l'ai dit précédemment, dès qu'il y a conversion d'énergie, eh bien, il y a des pertes. Donc, il est probable que l'énergie électrique fournie par la dynamo n'est pas intégralement reçue par la batterie, puisque d'ailleurs, la batterie, elle stocke de l'énergie sous forme chimique. Donc, il y a encore une autre conversion, là, conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Quatrièmement, indiquer si le fait de pédaler 2 fois plus vite permet de recharger la batterie 2 fois plus rapidement. Alors là, il faut retourner sur le document qui nous donne des informations sur la puissance de la dynamo et la vitesse à laquelle elle est utilisée. On avait une puissance de 2,6 watts pour une vitesse de 15 km/h. Voilà, c'est ce qu'on avait estimé ici avec ce point. Donc si on passe de 15 à 30 km/h, là, on a bien multiplié par 2 la vitesse. Si on regarde la puissance à 30 km/h, on est à 3,5. Or, on était à 2,6 à 15 km/h. Donc, on n'a pas du tout doublé la puissance. Si vous doublez la vitesse en passant de 15 à 30, vous ne doublez pas la puissance